Eh bien, on va démarrer. Bonjour à tout le monde. On est ravis de vous accueillir dans cette salle pour ProDurable, qui est un événement incroyable qui est passé entre les mailles du filet, entre le confinement et peut-être un potentiel confinement. Donc, on est tous ravis d'être ensemble physiquement, ce qui change un peu de Zoom et compagnie. Donc, on se voit aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous paraît quand même assez important, qui est comment une entreprise peut co-construire sa démarche RSE avec ses parties prenantes, donc salariés, clients, fournisseurs principalement, mais d'autres aussi. Et on l'a focalisé sur les startups, PME et ETI, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les grands groupes sont voués à réaliser des reporting extra-financiers. Maintenant, on sent que ce mouvement de la RSE est en train d'atteindre petit à petit, même de plus en plus rapidement, les PME, qui ont souvent des difficultés à se dire comment je vais pouvoir m'y prendre. Et donc, l'objet de cette présentation, c'est surtout d'arriver à impliquer ces parties prenantes là-dedans. Puisque ça, c'est juste une point de vue qu'on a, nous, chez Positive Workplace, c'est qu'une démarche RSE ne peut pas être en autonomie. Vous êtes en interaction perpétuelle avec l'extérieur. Une entreprise n'est pas en autarcie. Elle est évidemment extrêmement liée à ses clients, à ses fournisseurs. On l'a vu avec les problématiques de paiement pendant le confinement et les entreprises qui ont eu des difficultés. Si vos fournisseurs ou si vos clients ne vous payent pas, vous ne pouvez pas payer vos fournisseurs, etc., etc. Donc tout est très lié et c'est la raison pour laquelle on a décidé de créer ce label et donc d'avoir cette conférence aujourd'hui. On va commencer par désolé pour les retours de voix. On va commencer par une petite présentation des speakers. Je vais laisser la place à Anne-Laure. Vous m'entendez bien ou pas? Super. Ouais. Ok. Il n'est pas à ma taille. Anne-Laure, je te laisse te présenter. Oui. Bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir échanger sur la RSE et la labellisation avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis responsable des partenariats chez Planet Oui. Donc c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. Bonjour, je m'appelle Hugo. Je vais vous parler d'une start-up que j'ai créée il y a 2 ans et qui vise à faire de la revégétalisation pour sauver les abeilles en France grâce à l'implication des entreprises au niveau de leur RSE. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Parouti, je suis abonné à ProDurable depuis 10 ans. J'ai une agence de com qui s'appelle Mieux et qui donc accompagne les marques et les entreprises qui veulent révéler leur impact positif depuis 2009. Super. Alors, j'ai pour habitude de faire une petite question qui va nous permettre déjà de vous faire un peu interagir, parce que c'est censé être un atelier. Depuis ce matin, j'ai vu plutôt des conférences. Mais l'idée, c'est de vous faire un petit peu interagir et de vous faire lever les yeux du téléphone de temps en temps. Du coup, à votre avis, qu'est-ce que cette courbe évoque pour vous? Comment? Ah, on est pas mal, oui. C'est pas mal non plus. Que des bonnes nouvelles. Quelqu'un a dit la croissance. Là, la croissance. Je crois avoir entendu la croissance. Oui, très bien. Là, il y a une petite chute alors depuis, mais non, non-entreprise liée à la RSE, c'est un point de vue très positif, merci. La mortalité des abeilles. Oui, malheureusement aussi. Qu'est-ce que ça peut être d'autre encore? Les ventes de vélos électriques en France. Oui, alors effectivement, on peut voir ça de manière très positive, c'est chouette, mais c'est aussi et surtout ça. C'est l'augmentation de la population mondiale et donc de facto des besoins en ressources exponentielles, comme le montre cette courbe. Donc la consommation en énergie, notamment fossile, l'augmentation des températures sur la Terre, les inégalités, l'extinction des espèces, etc., etc., etc. Enfin, toutes les courbes peuvent se superposer les unes sur les autres. Et du coup, quand nous, en tant que Positive Workplace, on a pris conscience de tout ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait face à cette urgence? Et on a décidé humblement, attention, on n'est pas là pour dire qu'on est le label en vogue, qu'il faut absolument tous venir avec nous, etc. On est juste là pour dire, OK, par rapport à cette problématique qu'on rencontre aujourd'hui, comment concrètement, à partir du constat où les entreprises sont extrêmement responsables quand même de ces problématiques. Elles répondent à des besoins, mais aussi elles créent des problèmes. Donc à partir de là, on s'est dit comment on peut attaquer, entre guillemets, accompagner toutes ces entreprises, du plus petit à la plus grande, vers des modèles d'affaires qui soient plus responsables.
Et donc, on a décidé de créer un propre label qui s'appelle Positive Workplace. Pourquoi ça s'appelle Positive Workplace? C'est que notre vocation est de devenir assez rapidement européen, de créer, on va dire, une alternative à un modèle américain que je ne citerai pas aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'il est basé évidemment sur des référentiels internationaux. Et on a décidé, à partir de l'ISO 26000, de créer 5 catégories qui sont comment l'activité de l'entreprise, comment elle peut être plus résiliente, la gouvernance et le partage de la richesse. C'est toujours très compliqué quand on s'adresse à des chefs d'entreprise en fin de programme de labellisation, quand on leur dit écoutez, il y a un souci, il y a un sujet là-dessus, mais ça fait avancer les choses. La partie gouvernance, la partie sociale, tout ce qui est bien-être au travail, droit à la déconnexion, etc. La partie environnement, impact environnemental, notamment avec un gros volet numérique responsable, parce qu'on est basé à Levallois aujourd'hui. On a des entreprises labellisées partout en France, mais ça reste encore beaucoup de col blanc chez nous. Et donc le numérique, pour beaucoup, pense que c'est une solution, mais c'est aussi un vrai souci et qui a un vrai impact environnemental. Et enfin, l'empreinte locale avec son territoire, tout simplement. La différence avec d'autres labels, elle est principalement sur 2 points. C'est qu'on est le seul label au monde, et on a bien regardé, on est le seul label au monde aujourd'hui à embarquer toutes ces parties prenantes. Je vais vous expliquer comment ça marche, mais on embarque les parties prenantes dans la démarche RSE. C'est aussi le thème de la conférence d'aujourd'hui, enfin de l'atelier d'aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on crée un palmarès, une saine compétition, parce qu'on s'est dit que se conformer à des ISO ou à des certifications, il était temps de passer à un cap supérieur et à créer une saine compétition les uns avec les autres pour essayer d'être le plus performant et le plus innovant dans sa démarche RSE. Donc tous les ans, le premier palmarès apparaîtra en décembre 2021. Tous les ans, nous allons définir un classement des entreprises les plus responsables. Là, c'est la partie promotionnelle. Comment on fonctionne, nous? On a 2 offres. Une offre qui se structurait, et c'est justement là-dessus où je pense qu'on a fait un gros effort de modernité dans notre outil. Il est 100% digital, 5 parties que je vous ai présentées auparavant, mais surtout, ça vous permet clairement, c'est un guide extrêmement simple pour les entreprises, puisque la majorité des questions sont en QCM. Donc en fait, pour une entreprise qui veut intégrer une démarche de labellisation, ou en tout cas un programme de stratégie RSE, par le biais de 200 à 240 questions, parce qu'il y a des questions conditionnelles, ça vous permet vraiment d'avoir les réponses dans les questions et d'avoir un guide. Et c'est ça qu'on voulait apporter aux entreprises aujourd'hui. C'est les premiers pas, et même plus que ça, parce que derrière, l'idée, c'est de progresser. Et donc, dans une démarche de progression, l'autre étape, c'est l'obtention du label. Et c'est là où on se différencie. C'est que le label ne peut être accordé qu'à partir du moment où on interroge de manière anonyme toutes les parties prenantes. Salariés, donc clients et fournisseurs. Alors, suivant les entreprises, ça peut être des ONG ou des riverains, etc. On s'adapte à l'entreprise, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt salariés, clients et fournisseurs. Et ça, c'est incroyable. Est-ce que vous imaginez, vous, soit en tant que salarié ou soit en tant que chef d'entreprise, questionner tout votre écosystème sur votre propre démarche RSE? En fait, c'est un point qui est fondamental chez nous. C'est que vous embarquez avec vous toutes vos parties prenantes et vous les questionnez. Vous leur demandez qu'est-ce qu'ils ont envie. Un chef d'entreprise peut se dire que finalement, le plus important, c'est changer les gobelets à la cantine, alors qu'on s'aperçoit peut-être que c'est la politique de parentalité qui est rarement traitée dans les PME, qui est un point sensible pour les salariés. Et donc, l'idée, c'est d'aligner à la fois les enjeux de l'entreprise avec ses salariés clients fournisseurs et les enjeux de l'écosystème. Et juste pour terminer, un point pour nous qui est fondamental, c'est que pour nous, un label ou une démarche RSE, ça ne doit pas être un département à côté, ou ça ne doit pas être une démarche connexe à l'entreprise, ça doit être aligné à la stratégie de développement de l'entreprise, et c'est vraiment ce qu'on fait avec le label. Donc, une fois que vous avez passé ces questionnaires parties prenantes, salariés, clients, fournisseurs, ça vous permet d'obtenir une notation et un niveau de maturité RSE qui va de 1 à 3 étoiles. Le label est valable 1 an avec un audit de progrès l'année suivante. Ça commence à 2 000 € pour les entreprises qui font 20 salariés et c'est on va dire une peu de nos spécificités. Jusqu'à aujourd'hui, les TPE ou les entreprises start-up qui ont assez peu de chiffre d'affaires ou qui démarrent n'ont malheureusement pas tellement de labels qui leur est accessible. Nous, notre propre raison d'être, c'est accompagner toutes les entreprises avec leurs parties prenantes dans leur transformation sociale, sociétale et environnementale. Et donc, ça veut dire qu'il ne fallait pas laisser de côté les startups qui demain sont des grands groupes ou des grandes entreprises. Je pense notamment à Planet Oui qui a connu une croissance exponentielle.
Donc on a créé un prix libre pour toutes ces entreprises-là. Ils peuvent payer jusqu'à 50 € pour obtenir le label, enfin pour avoir toute la démarche. La différence, c'est qu'on ne remet pas un rapport de 50 pages, c'est que c'est 1 heure de notre temps. Voilà. Donc ça permet vraiment d'avoir accès, tout le monde a accès à la RSE, c'est notre objectif. Hein. Je vais laisser la parole à donc Anne-Laure. De toute façon, il y aura une session questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas. Bonjour. Du coup, Planète Oui, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. Concrètement, un fournisseur d'énergie, c'est quoi? On va faire ça simple, hein, je ne suis pas ingénieure. Un fournisseur d'énergie, c'est une entreprise qui va acheter de l'énergie en fait, à des producteurs et qui va la vendre à ses fournisseurs. La différence avec un fournisseur d'énergie renouvelable, c'est que nous, chez Planète Oui, on achète notre énergie à des producteurs partenaires qui sont en France et qui font tous de l'énergie verte, donc que ce soit électricité renouvelable ou que ce soit depuis peu du biométhane. Et en fait, on travaille avec des partenaires en qui on a confiance et qui respectent l'environnement. Par exemple, nous, on ne va pas aller investir sur des champs photovoltaïques, sur des sols agricoles, ce genre de choses. On est formellement contre et on trouve ça complètement irrespectueux et ça n'a pas de sens. Donc, voilà, on essaye d'avoir une certaine éthique vis-à-vis de notre métier, vis-à-vis de nos clients, de nos fournisseurs. Et cette éthique, nous l'appliquons au quotidien aussi, dans notre vie de tous les jours au bureau. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a voulu démarrer ce processus de labellisation. Puisque, j'en reparlerai après, on est par notre cœur de métier tous très orientés sur l'environnement, avec plein d'énergie et de bonnes initiatives. Et voilà, c'est une raison pour laquelle on a voulu se labelliser. Et la deuxième aussi, c'est ce que disait Charles, c'est qu'on a eu une croissance assez importante cette dernière année. Moi, je suis arrivée il y a tout juste 1 an chez Planète Oui, on était 50. Et aujourd'hui, je n'ai plus le chiffre définitif, mais je dirais qu'on est à peu près 105. Donc forcément, comme toute entreprise qui double en à peine 1 an, on a besoin de se structurer. On a besoin en fait de mettre en place des process de manière formelle afin que ce qui fonctionnait très bien à 50 puisse perdurer à 100 et fonctionne toujours aussi bien à 100. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle on a voulu, c'est les 2 raisons principales pour lesquelles on a voulu se labelliser. Une fois qu'on a validé tous ensemble en interne que oui, on voulait labelliser notre stratégie RSE, il a fallu qu'on cherche un label. Et comme les choses n'arrivent jamais par hasard, en tout cas c'est mon point de vue, au moment où j'étais en plein benchmark, j'ai une personne, Valentine, si je ne me trompe pas sur le prénom, qui m'a contactée sur LinkedIn pour me parler de Positive Workplace, comme quoi les choses sont bien faites. Donc on a choisi Positive Workplace pour plein de raisons. J'en ai regroupé quelques-unes. Tout d'abord parce que c'est un label français. Et dans le benchmark, effectivement, on a aussi vu le label américain dont on ne parlera pas aujourd'hui. On a effectivement comparé ces 2 labels. Et le fait que ce soit français, non pas qu'on est chauvin, mais c'était important pour nous parce que, comme je l'ai dit précédemment, on travaille avec des producteurs français. On achète notre énergie en France. Et pour nous, en fait, c'est juste une suite logique d'adapter cette façon de faire à toutes nos activités. Donc, c'était vraiment très important pour nous que ce soit un label français. Ensuite, il y a l'intégration des parties prenantes. Donc, Charles en a parlé et effectivement, je le rejoins. Qu'est-ce qu'il y a de plus enrichissant, en fait, que d'avoir des retours de vos parties prenantes, sachant qu'on les a quand même très rarement. À quel moment dans la vie d'une entreprise on va interroger sur un sujet aussi vaste que la RSE, ses salariés, l'ensemble de ses collaborateurs, une partie de ses clients et de ses partenaires. Donc nous, c'est vraiment aussi ça qui nous a séduit, c'est de pouvoir avoir cette remontée d'informations qu'on n'a pas au final dans le quotidien parce qu'on est dans notre truc et qu'on ne pense pas à consulter tout le monde à chaque fois qu'on prend une décision. Donc c'est super enrichissant. Nous, on a commencé à questionner nos parties prenantes juste en fin de semaine dernière. Donc, on a hâte d'avoir ces résultats parce qu'on est convaincus que c'est aussi de là qu'il faut ressortir plein de bonnes idées, plein de bonnes initiatives et ça va être super enrichissant. Un outil simple et intuitif, alors ça peut paraître un peu accessoire en fait, comme ça, mais quand vous avez 250 questions pour un audit à remplir sur un outil qui n'est pas du tout UX-friendly, ni user-friendly, ni quoi que ce soit de friendly, bon, c'est bien sympa, mais au bout d'un moment, on se lasse. Hein. Et donc là, ils ont quand même réussi à faire un outil qui est, que ce soit au niveau ergonomique, qui soit fluide, qui soit bien en design, c'est top et tout. Et rien que ça change aussi d'avoir un truc qui n'est pas austère.
Donc voilà, c'est un petit plus, mais au bout de la 250e question, vous êtes content. Une labellisation rapide, ça aussi c'était un point important pour nous parce que nous aujourd'hui on n'a pas de comité RSE au sein de l'entreprise, donc on est juste des salariés qui portent des valeurs et des sujets qui les intéressent. Donc par exemple, je ne suis pas la seule dans l'entreprise, mais en tout cas c'est moi qui ai initié ce sujet-là auprès de notre PDG parce que je savais que c'était un sujet qui l'intéressait, mais moi à côté de ça, je suis responsable des partenariats, donc j'ai aussi du travail. Et donc, on est plusieurs à travailler plusieurs à travailler sur ce sujet-là en interne, mais on a tous notre fonction à côté. Donc, le fait que ce soit une labellisation rapide, c'est super important pour nous parce qu'on n'a pas 6 mois, 1 an à passer que sur ça. Ça vous a pris combien de temps pour remplir les 250 questions ? Franchement, vu qu'on a été chef de projet au top, il faut dire on a été super bien organisé. Non, ça a été assez rapide. Je pense qu'en 2 semaines, quand on a fait le point de mi-parcours sur l'audit global, donc on a commencé autour du 20 juin, je crois qu'avant mi-juillet, on avait quasiment toutes les réponses. Donc non, c'était assez rapide parce qu'on s'est bien séquencé toutes les différentes thématiques à aborder. Et toi, Thomas ? Je réfléchis du coup à la réponse. Je crois que ça a dû me prendre une 20aine d'heures au total, que j'ai fait en 1 semaine ou 2. Parce que comme c'est assez ludique, en fait, et que j'aime bien répondre aux questionnaires, moi j'achète Psychologie Magazine et Elle l'été pour savoir quelle est ma personnalité, parce que je la connais pas encore. Et en fait, c'est un peu le même système. Voilà, c'est coloré, on avance, clac. Et après, il y a tout un job de preuve à mettre en avant. Et voilà, j'ai la charte RSE, etc. Mais c'est fun et ça passe vite. Et donc moi, j'ai fait ça le soir en train de prendre un verre tranquille. Et du coup, ensuite, un accompagnement de qualité. Donc, on travaille avec Positive Workplace depuis juin. Et en fait, que ce soit on va dire la réunion kick-off ou que ce soit pendant le questionnaire d'audit global de l'entreprise, que ce soit pour la mise en place des questionnaires auprès des parties prenantes, il y a toujours quelqu'un qui est présent. Nos questions sont répondues dans l'heure, que ce soit Charles ou Florian, qui est toujours hyper réactif pour répondre au téléphone ou à mes mails. Donc non, c'est vraiment agréable en fait d'avoir un vrai suivi. Et enfin, même si c'est le début, c'est la communauté. Donc Positive est un label qui est assez récent, donc on n'est pas encore une super grosse communauté, tout ça, mais en tout cas, il y a une communauté et petit à petit, ça va grossir et on trouvait ça hyper intéressant de pouvoir échanger avec d'autres entreprises qui sont désireuses comme nous d'améliorer ces sujets de RSE, de QVT, de pouvoir échanger avec des entreprises qui ont déjà peut-être eu des questions et que nous, on est en train de chercher la réponse et inversement. Donc voilà, c'est toujours enrichissant aussi de prendre les retours d'expérience des autres. Du coup, la slide d'après, je vais vous présenter les quelques enseignements qu'on a eus. Comme je l'ai expliqué, en fait, on est à mi-parcours. Donc nous, on a fini l'audit global d'entreprise il y a une quinzaine de jours. Et là, on est en train d'interroger nos parties prenantes. Donc on n'en est qu'au milieu de notre processus de labellisation. Mais on a déjà... en partie parce que, enfin pas en partie, parce que Positive Workplace a fait tout un boulot cet été pour analyser nos réponses. On a pu ressortir des éléments intéressants donc, qu'on a regroupés en quatre grandes thématiques. Tout d'abord, la gouvernance. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de comité RSE aujourd'hui en interne parce que la question ne se posait pas jusqu'à présent. On avait une charte environnement de notre cœur de métier, c'est ce que je disais, on est globalement tous à la recherche de sens quand on postule chez Planète Oui. Et on est tous très orientés sur l'environnement, donc on s'est rendu compte qu'on était plutôt pas mal sur la question environnement, mais que par contre, sur les autres questions, on avait une bonne marge de manœuvre. Du coup, l'idée, c'est que cette charte environnement se restructure en comité RSE, qui sera composé de personnes de la direction et de salariés qui sont motivés par ces sujets, et je ne doute pas qu'on en trouvera, qui vont nous permettre aussi d'élaborer une stratégie RSE et de voir les actions à mettre en place avec une roadmap 2021 suite à tout ce qui ressortira de la labellisation, du travail. Un deuxième point qui nous paraissait important, c'est la mixité de la gouvernance et en fait la mixité globale. Donc Planète Oui, fournisseur d'énergie, on est forcément avec beaucoup d'ingénieurs au bureau. Et c'est un fait, c'est un fait. Aujourd'hui, il y a plein de femmes qui deviennent ingénieurs, qui font des écoles d'ingé, mais mine de rien, il y a quand même plus d'hommes. Et aujourd'hui, je pense que Planète Oui, on est à 80% des hommes. C'est toujours mieux que quand je suis arrivée, je pense qu'on était à 90%.
Quand ma collègue est arrivée, je pense qu'elles étaient 3 filles. Donc voilà, on progresse petit à petit. Et il y a un vrai travail à faire. Et petit à petit, voilà, il y a tout un tas de choses à mettre en place justement pour travailler cette mixité, pas que dans la gouvernance. On a notre DRH qui est une femme, ça y est, qui arrive aujourd'hui, qui va être au CODIR, enfin une. Et non, plus sérieusement, en fait, on crée des postes de management, surtout où on met en place les femmes. Enfin, en tout cas, on recrute des femmes. Et on essaye de recruter des femmes aussi dans des services où il y a moins de profils. Donc, comme tout ce qui est ingénieur, il y a des profils, mais il faut être réaliste. Aujourd'hui, il y en a moins que les hommes. Et également sur l'IT, les personnes de l'IT sont demandeuses de personnalités féminines au sein de leur bureau. Justement, dans la communauté dont tu parlais, on a une association qui fait partie de cette communauté qui s'appelle Elle Bouge, qui est une association qui regroupe les femmes ingénieurs, justement. Et donc, vous mettre en relation. Tout à fait. Parce que voilà, on essaye vraiment d'aller chercher des postes, enfin d'aller chercher des profils féminins. C'est une vraie demande au sein de l'entreprise et ça nous paraît normal. Au niveau social, alors chez Planète Oui, on a beaucoup d'hommes, mais depuis le début de l'année 2020, tous les mois, on a un collègue qui est devenu papa. Voilà. Donc forcément, les questions liées à la politique de parentalité, ça parle quand même à pas mal de monde chez nous. Donc c'est une question aujourd'hui qui était très peu abordée. Récemment, il y a une décision qui a été prise, et j'espère que ça va être la première d'une politique plus globale. Le congé paternité va être prolongé à 1 mois sans impact sur le salaire par rapport aux 11 jours qui sont légalement mis en place aujourd'hui par le gouvernement. Donc c'est une décision qui a été prise, je crois, la semaine dernière. Enfin voilà, c'est très récent et c'est quelque chose qui va être mis en place prochainement. Alors, c'est suite aux recommandations et suite aussi au fait que on est de plus en plus de papas. Vu qu'on n'a pas beaucoup de femmes, on a surtout des papas. C'est un vrai besoin, en fait. Il y a eu une vraie demande et les recommandations qui ont été faites ont fait émerger qu'effectivement, c'est ce qu'on disait, sur le côté environnement, on est plutôt pas mal, mais sur l'impact social, on a plein de choses à faire. Et après, suivre la satisfaction des collaborateurs. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites au sein de Planète Oui. On a un CSE, bon, ça c'est une condition légale. On a un groupe de communication interne qui a été créé il y a 1 an et demi qui permet de consulter les collaborateurs sur différents sujets. On a des choses qui sont mises en place en fait avec les managers de certains services, mais il n'y a pas de choses formelles. Notre problème chez Planète Oui, vu qu'on était 50, il y avait plein de choses qui se faisaient parce que ça se faisait, mais de manière informelle. Et on se rend compte qu'on n'a pas posé les choses de manière structurelle et formelle, et aujourd'hui ça manque. Comme les rapports d'étonnement, ce genre de choses. Il y a des services qui le font, d'autres qui ne le font pas. Et du coup, avec la labellisation et le questionnaire qui est fait passer aux collaborateurs, on a envie en fait de dire à date, voilà où on en est, et de 1 à 2 fois par an, de reposer un questionnaire, de diffuser, on va dire, un questionnaire de manière anonyme de ce type-là pour que les personnes puissent vraiment dire ce qu'elles pensent et pas en face-to-face avec son manager où parfois on peut être mal à l'aise. Et d'avoir ce suivi en fait de la satisfaction en interne où ça nous paraît très important. Au niveau environnement, alors même si on était plutôt pas trop mal sur l'environnement, nous n'avons pas encore réalisé notre bilan carbone. Donc, c'est pas bien. C'est quelque chose qui va être fait très rapidement puisque fait est qu'on a la chance d'avoir un salarié en plus qui est formé à faire ce genre d'audit. Donc on va très très rapidement pouvoir réaliser un bilan carbone, constater où on en est, comment on peut améliorer et ce qu'on doit compenser. Et un deuxième point aussi sur le côté environnement qui avait été initié avec cette fameuse charte environnement, c'est les critères low-tech. Comme disait Charles tout à l'heure, le côté digital, IT, numérique, en fait, est hyper consommateur de data, de carbone globalement et d'énergie. Et nous, on a vraiment des gros data serveurs, on a des grosses équipes IT, donc on a vraiment des gros besoins sur ces sujets-là. Il y a le sujet qui a été initié en interne et on va le continuer maintenant aussi avec la labellisation parce que on s'intéresse à l'éco-conception. Il y a un audit qui a été réalisé par des salariés. On s'intéresse à tout ce qui peut être hébergeur vert, changer nos serveurs, nos data serveurs, ce genre de choses. Il y a tout ce qui peut être aussi juste les bonnes pratiques. Alors ça paraît un peu bête, mais dans les bureaux, on se rend compte qu'on n'a pas tous le même usage et juste de rappeler les bonnes pratiques, ça peut être intéressant et nécessaire. Et voilà, en tout cas, c'est des sujets qui nous intéressent, qui sont initiés, et aussi tout ce qui est matériel informatique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont sur du matériel reconditionné, qui proposent de la location de matériel informatique. Donc nous, aujourd'hui, on n'en est pas là, mais c'est des pistes qu'on souhaite étudier parce qu'il y a un réel intérêt, en tout cas, à travailler sur ces sujets-là. Et enfin, et promis, après, j'arrête de parler, j'ai essayé de faire le plus vite possible. Au niveau économique, donc au sens entreprise du terme, c'est tout d'abord intégrer la raison d'être dans les statuts de l'entreprise.
Aujourd'hui, on n'a pas la raison d'être et ça nous paraît, c'est juste une ligne directrice en fait. Et donc ça nous paraît très important de pouvoir l'intégrer, que ce soit clairement établi. C'est une ligne directrice qui va nous permettre de faire découler tout un tas d'actions. Et au niveau RSE, ça va nous permettre aussi de mettre en place la RSE au niveau entreprise et pas juste, oui, il y a un groupe qui travaille sur la RSE. Non, ça va vraiment faire partie intégrante de la société et vont pouvoir en découler des objectifs aussi précis et clairement établis auprès de chacun des salariés. Et enfin, même si ça paraît un petit peu accessoire, ça va être diffuser un rapport d'activité de manière transparente. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas de rapport d'activité et que dans l'énergie, on a plein de concurrents, beaucoup plus gros que nous, qui font des rapports d'activité. On ne le faisait pas parce que la taille de l'entreprise ne nécessitait pas qu'on le fasse. Maintenant, on est dans une autre dimension. Et en fait, ce rapport d'activité, en faisant ressortir les remontées de l'audit du label, c'est qu'on va pouvoir parler de notre business model de manière ludique, de manière simple, faire comprendre comment on s'organise avec nos parties prenantes, comment ça se passe, le système de l'énergie, comment définir clairement notre stratégie RSE, et en fait expliquer tout ça de manière très ludique, et que ce soit en interne ou en externe. Et c'est ce qui nous permettra d'aller sur une de nos valeurs, qui est une valeur de l'entreprise, qui est la transparence. Donc voilà. Merci à tous. Petite bonne pratique. On parlait de raison d'être qu'on met souvent dans les statuts, mais n'oubliez pas de la mettre déjà dans vos contrats de travail. Si vous avez des chefs d'entreprise qui sont là aujourd'hui, commencez par ça, parce que les statuts, c'est chouette. Et effectivement, ça permet de maîtriser la direction de l'entreprise sur du long terme. Mais déjà, sensibiliser vos collaborateurs en le mettant sur les contrats de travail. C'est une petite astuce bête, mais intéressante. Merci. Alors. Je sens que tu étais prêt. Short. 5 minutes. Je vais essayer ce bouton. Donc, moi, j'ai créé l'agence Mieux en 2009, qui est une agence de communication qui accompagne les marques et les entreprises qui veulent révéler leur impact positif. Donc, on accompagne les directions RSE et les directions de la communication dans la communication interne et externe de leur stratégie RSE. Et évidemment, on travaille aussi sur la communication d'offres responsables. Donc, ça peut être des produits alimentaires bio, ça peut être Vélib, ça peut être un écoquartier, ça peut être tout produit qui aura un label. Donc, ça fait 11 ans qu'on travaille sur les sujets RSE. On a une stratégie RSE qui est un peu intuitive, qui est un peu pragmatique, et donc il nous semblait intéressant au bout de autant de temps de tout caler, de tout mesurer, d'avoir une notation sur tout ce qu'on avait fait et tout ce qu'il nous restait à faire. Forcément, de par mon expérience, je connais un peu tous les labels, que ce soit français ou américains. Je pense qu'il y a un vrai sujet de souveraineté de l'information RSE. Sur mon profil, si vous y passez, j'ai fait un article sur le niveau RSE des entreprises françaises et donc leur potentiel leadership demain. Les entreprises françaises sont les meilleures en RSE. Donc il faut que la RSE reste un sujet assez maîtrisé et qu'on arrête de, comme on envoie nos infos comptables, bancaires dans les Big Four et on envoie tout dans des grandes boîtes américaines. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Voilà, ce qui me semblait intéressant. Et pourquoi on a fait ça? C'est clairement au-delà du côté français, c'est parce qu'on a plein d'informations qui nous sont remontées par les clients, qui nous sont remontées par donc les clients, les fournisseurs et les. Je vais utiliser le micro pour de vrai. Et les salariés. Donc avec Positive Workplace, on interroge 100% des clients, des fournisseurs et des collaborateurs, et on a eu des taux hyper élevés. On a eu 100% des salariés qui ont répondu, évidemment. Bon, on est une dizaine. Hein. On a eu 54% des clients et 45% des fournisseurs qui ont répondu, avec des regards différents. Par exemple, sur la responsabilité, les salariés qui connaissent bien le sujet ont mis à l'agence que la note de 15,5. Les clients ont mis 18 et les fournisseurs, et il faut dire qu'on sélectionne tous nos fournisseurs évidemment sur des critères comme ça, ont mis 19,6. Donc, et on a eu plein de feedbacks aussi qualitatifs qui nous permettent de continuer ce processus d'amélioration. Voilà. Il y a une fierté en particulier qui est que les collaborateurs se sentent assez rapidement responsables et les stagiaires aussi qui ont répondu se sentent responsables de leur mission et dans l'exercice de leur fonction. Peut-être que je ne suis pas assez présent, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont mis une note de 20 sur 20. Et ensuite, 10,9 selon les clients, je crois.
de l'intégration d'une dimension sociale dans les services et les produits. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, comment on peut améliorer ça? Aujourd'hui, nous, on est dans un lieu qui peut recevoir des handicapés, on n'a pas de handicapés. Quand on fabrique du print pour les clients, on regarde surtout les labels FSC, PEFC, papier recyclé, etc. Le poids, la typo, enfin, on essaie d'éco-socio-concevoir. Enfin, en l'occurrence, on essaie d'éco-concevoir le document, mais on ne va pas l'éco-socio-concevoir. Voilà. On n'a pas encore travaillé avec une imprimerie qui s'appelle l'imprimerie solidaire, qui a 45 salariés sur 60 qui sont en situation de handicap. Donc ça nous a permis d'avoir une vraie photo de notre niveau d'engagement, qu'on a eu évidemment avec le questionnaire, avec les 250 questions, mais aussi on a eu plein d'infos très intéressantes de nos 3 parties prenantes internes et les 2 externes. Et ça nous a permis de nous améliorer, de comprendre ça. Donc on a eu la chance d'avoir 2 étoiles dans le processus. Donc on est Certified Positive Company, c'est ça? Voilà. Donc très heureux de faire partie de la communauté. Et après, c'est un élément de communication aussi très intéressant vis-à-vis des clients et des prospects. C'est-à-dire que quand on leur envoie un questionnaire, évidemment, quelques semaines après, on leur donne le résultat. Et nous, on travaille avec des directions RSE. Et moi, j'ai été interrogé une fois sur le label AFNOR par une très très grande boîte française. Parce que je suis un des prestats, mais ils ont interrogé 8 prestats, alors que c'est une entreprise que tout le monde connaît ici. Et donc, c'est important pour que nos clients, que nos fournisseurs et que nos collaborateurs sachent qu'aujourd'hui, c'est prouvé, ça a été démontré, l'agence est une agence engagée. Voilà. On vous a mis au milieu la charte RSE interne, qui est un document que les collaborateurs signent quand ils débarquent, qu'on a un peu tuné, dans lequel on a rajouté 2-3 éléments. Mais ça, c'est un document interne sur notre métier, et forcément l'impact positif qu'on veut avoir grâce à la communication. Évidemment, les sujets de recrutement, évidemment, les sujets de vie au bureau, les 7 poubelles qu'on peut avoir, les restos bio qui sont autour. Enfin, ouais, on liste dans cette charte un certain nombre d'éléments. Et donc, on a eu énormément de feedback aussi quand on a annoncé ça sur LinkedIn, avec plein de gens qui nous ont félicités. Voilà. Et ça me semblait hyper cohérent. Et dans la RSE, le sujet le plus important, évidemment, c'est la cohérence. Ça me semblait hyper cohérent d'être labellisé et d'en parler d'être labellisé aussi grâce à nos 3 parties prenantes. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Ça te va les 5 minutes? Oui, voilà. On va arriver bientôt à la fin de cette présentation. Je voulais introduire Grenet auparavant parce que, en fait, aujourd'hui, on voulait faire un focus à la fin de cette présentation sur la biodiversité. Selon nos propres statistiques, puisque maintenant on commence à avoir pas mal de monde qui répondent, nos enquêtes, on a à peu près la moitié des salariés, quand on leur pose la question, votre entreprise vous incite-t-elle à mettre en place des actions pour protéger la biodiversité, utilisation de produits biologiques, produits etc., qui n'affectent pas la faune, la flore, etc., ou d'autres. On a à peu près la moitié des personnes qui ne savent pas répondre ou qui disent pas du tout. Donc on voit que c'est un sujet qui est très peu ou pas traité par les entreprises. Bon, c'est pas, là, je vous apprends rien, mais c'est une réalité. Et pourtant, c'est quand même un sujet qui est central. On l'a vu avec le Covid notamment, enfin, ou la Covid, vous l'appelez comme vous voulez. Mais justement, Grenet va présenter un petit peu ses solutions. Merci Charles. Du coup, dans le temps qui reste, on va profiter pour parler de biodiversité. Donc, je m'appelle Hugo. On va parler de fleurs, d'abeilles et de RSE, puisque moi, je suis parti d'un accident de parcours, d'un échec entrepreneurial pour me reconcentrer sur la nature, ce qui me plaisait le plus à ce moment-là. Et j'en arrive accidentellement à collaborer activement avec les démarches RSE des différents groupes. Et je me retrouve aujourd'hui, finalement, fournisseur de solutions de biodiversité RSE. Alors, en 2018, j'ai créé avec mon meilleur ami une entreprise qui s'appelle Grenet, dont le but est d'agir concrètement pour préserver la biodiversité, plus particulièrement les abeilles. Alors, pourquoi agir? Parce que je vous apprends rien si je vous dis que ça urge. En 30 ans, quelques chiffres clés pour prendre la mesure de la vitesse de l'évolution des choses. En 30 ans, en Europe, 75% de la quantité d'insectes volants ont disparu. 30% en nombre d'espèces sont actuellement en voie d'extinction. Ces insectes volants incluent tous les insectes pollinisateurs. Et parallèlement à ça,
70% de la flore sauvage a été supprimée de la main de l'homme, c'est-à-dire que ce sont les aménagements d'agriculture intensive, d'urbanisation, les simplifications territoriales, écosystémiques qu'on a tendance à faire par réflexe et dont on s'aperçoit maintenant des conséquences. 70% de flore sauvage en moins, c'est 70% de nourriture en moins pour tous les insectes pollinisateurs. On parle des abeilles, des bourdons, des papillons, des cirfes, d'une grande quantité d'insectes volants qui se nourrissent du pollen et du nectar des fleurs et qui, ce faisant et plus ou moins accidentellement, les transportent de fleur en fleur et assurent ainsi la reproduction d'une bonne partie du vivant. Et quand je dis une bonne partie, c'est que en fait, 80% des plantes terrestres se reproduisent et survivent exclusivement par l'action des insectes pollinisateurs. Donc leur déclin ne menace pas que ces insectes, qui sont à peu près 10 000 espèces en France aujourd'hui. Ils menacent dans la foulée la reproduction végétale naturelle, laquelle menace dans la foulée naturellement notre assiette, puisqu'en fait 35% de la production alimentaire humaine mondiale dépend intégralement de l'action des pollinisateurs. Il y a même des économistes qui se sont amusés à essayer d'estimer le service de pollinisation gracieusement rendu par les abeilles. Ils arrivent à peu près à 500 milliards, et de toute façon, c'est une approche, c'est une vue d'artiste, puisqu'ils sont irremplaçables. Donc, que faire ? Nous, le parti qu'on a pris, c'est de planter des fleurs mellifères, pour pallier, en tout cas, à cette pression environnementale qui pèse sur les insectes, qui est la raréfaction d'alimentation, c'est-à-dire de fleurs mellifères, qui servent de nourriture à ces insectes. On a développé, il y a 2 ans, avec Thomas, ce qu'on appelle des bombes à fleurs, c'est-à-dire, ce sont des petits comprimés, des petites choses comme ça qu'il suffit de lancer par terre, qui sont autonomes, qui protègent les graines et qui en fait vont les protéger jusqu'à ce qu'il pleuve, faire de la rétention d'eau et permettre ainsi une pousse en fait spontanée de végétaux. C'est vraiment la manière la plus simple de planter des plantes, même pour ceux qui ne l'ont jamais fait, qui n'ont pas la main verte, ça marche. Précise que ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas. C'est précisé. Après quelques mois de R&D, on commençait à être satisfait du résultat. Et en fait, naturellement, on s'est aperçu que les objets publicitaires présentaient actuellement une forte pollution au plastique. Généralement, les objets publicitaires en entreprise, c'est quelque chose qui est en plastique, qui arrive d'Asie, souvent par avion, parce qu'il faut le faire personnaliser, donc les délais sont assez courts. Donc ça coche vraiment toutes les cases du truc qui a une faible valeur ajoutée et un impact hyper négatif. Et on s'est aperçu que nous, il fallait absolument qu'on se branche sur ce vecteur-là, parce que ça permet de disperser, et qu'en fait, jusqu'à présent, tous les objets publicitaires qu'on côtoyait, qu'on connaissait, avaient des impacts négatifs. Et donc on a créé tout simplement un objet publicitaire à impact positif. Ça se présente par exemple comme un sachet comme ça, qui contient 6 bombes à fleurs dedans. Les bombes à fleurs sont étudiées pour la région où elles vont être distribuées. Excusez-moi. C'est positif à plusieurs niveaux. Donc, juste petite parenthèse, ça peut s'utiliser sur le balcon, dans le jardin. Chaque petit comprimé peut donner, en gros, engendrer un massif fleuri de cette hauteur qui a plusieurs milliers de fleurs et sur lequel on va voir venir butiner des abeilles, des papillons, des bourdons qui, ce faisant, se nourrissent d'une nourriture de qualité, diversifiée et peuvent ramener ça au nid ou à la ruche pour tout simplement survivre. Alors, Grainnet, tout ce qui s'est dit auparavant me parle forcément, puisque nous, ce qui nous a fait rebondir, c'était qu'on était en manque de sens avec Thomas et qu'on a décidé de repartir vraiment de zéro à partir de nos valeurs, à partir de notre amour pour la nature et notre besoin de la préserver, d'une certaine quête de sens. Donc voilà, on croit dans la vertu des entreprises, dans la collaboration, la coopération, plus que la compétition. Donc Grainnet, c'est une entreprise aujourd'hui qui est vertueuse à plusieurs niveaux. Notre principal produit a un impact positif sur l'environnement. Il vient en remplacement d'autres produits qui généralement ont un impact particulièrement négatif. Et par ailleurs, il est fait avec la collaboration de personnes en situation de handicap que j'invite dans mon atelier. On a fait une coopération entre ANESAT et nous. Et donc, depuis le début, on essaye de les mêler à l'aventure. Mais au-delà de la prestation manuelle, ils font partie de l'équipe. On briefe ensemble, on prend les décisions ensemble. C'est vraiment une aventure entrepreneuriale qui est née en partie au cœur d'ANESAT, dans lequel on a essayé de les embarquer. Et ça marche. Et ça marche très bien. Et c'est des gens qui, par ailleurs, s'épanouissent dans cette nouveauté. Qui est un petit peu plus large, un peu plus humaine que ce qu'ils ont l'habitude de faire en général.
Donc voilà, Grainet est une entreprise sociale, solidaire, engagée à plusieurs niveaux. Alors je profite de l'occasion pour vous dire qu'on a monté une opération conjointe avec les différents acteurs qui sont là, donc Dowino, il y a aussi EcoAct qui n'est pas présent, Planet We, Positive Workplace et bien sûr nous-mêmes. On fait une distribution à l'occasion de ce salon, ce qui vous permet de devenir acteur éco-citoyen, de planter des fleurs, que ce soit chez vous, que ce soit sur le retour du salon, dans un espace à peu près tranquille et végétalisé où vous voulez voir plus de fleurs. 4000 bombes à graines seront déposées. Si vous voulez en savoir plus sur la démarche, avoir des détails, si ça vous intéresse de savoir comment l'intégrer peut-être à votre entreprise ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer. Tous les numéros de stand des différents acteurs se situent sous leur logo. Et quant à nous, on est en face de la cafétéria. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il ne faudrait pas hésiter à en mettre porte-maillot parce qu'il y avait quelques arbres il y a quelques années, mais il n'y en a plus du tout. Et ouais, on travaille avec les collectivités pour leur expliquer la procédure pour refertiliser des espaces parce que c'est pas si simple que ça. Après 30 ans de glyphosate, c'est pas évident. Merci. On va conclure. Tout simplement, je pense que Hugo témoigne bien de cet état d'esprit qu'on va retrouver dans la communauté. Aujourd'hui, l'idée de cette communauté, c'est de faire vivre finalement des acteurs qui peuvent s'apporter les uns les autres, comme les abeilles et les fleurs et les humains. Mais l'idée, c'est quoi? Aujourd'hui, dans cette communauté, on a 4 typologies de membres. Vous avez des entreprises qui sont clientes, qui sont déjà labellisées ou qui sont en cours. Vous avez des entreprises qui sont partenaires, typiquement comme Grainet, même si vous êtes un peu amusé avec notre référentiel. Là, vous l'avez complété à 100%. En attendant de pouvoir avoir des employés, ça vous a permis de c'est en cours, Voilà. On a des associations, des ONG, j'en parlais tout à l'heure, Elles Bougent notamment, qui font partie du réseau. Et puis on a quelques freelances aussi, on a même de plus en plus, je suis contacté au moins 2 fois par semaine par des freelances qui veulent pousser notre label et puis utiliser notre référentiel, donc c'est tout à fait possible et gratuitement pour les professionnels. Voilà. L'idéologie, c'est important. Un label doit aussi apporter les entreprises vers une dimension plus haute, j'ai envie de dire. Et puis je pense qu'à peu près, que ce soit Thomas ou Anne-Laure ont pu mettre des mots sur cette idéologie, témoigner de ça. Nous, on a 3 points, c'est définir et protéger la mission de son entreprise pour éviter que, lors de cas de rachat, de moments où ça va mal, on oublie les enjeux principaux. Deuxième, c'est atteindre la neutralité carbone avant 2030. Je ne leur dis pas avant aux entreprises qui rejoignent le label qu'en fait, c'est une des conditions pour être labellisé, c'est de s'engager sur la neutralité carbone avant 2030. C'est un petit peu le secret qu'on a avant. On le met dans une ligne un peu cachée sur le site internet. Mais l'idée derrière, c'est qu'on on les challenge un peu là-dedans parce que c'est essentiel, cette direction-là. Et enfin, ça c'est notre spécialité, on les engage, on les incite fortement à instaurer un dialogue durable avec leurs parties prenantes. Voilà. J'ai expliqué déjà notre raison d'être, donc je ne vais pas revenir dessus. Enfin, les ambitions à 3 ans, nous, c'est d'abord être connus. Voilà, c'est la première étape. La deuxième, c'est d'être reconnu. Enfin, c'est d'être référent. Et clairement, notre objectif, c'est de ne pas rester franco-français. Donc, on a déjà des contacts avec la Suisse et la Belgique pour qu'ils ont envie de déployer notre label déjà en dehors de nos frontières. L'idée, c'est d'être rapidement présent un peu partout en Europe. Sachant qu'évidemment, tout est en digital, on peut faire ça facilement. Après, on adapte le référentiel. Déjà, le référentiel va évoluer tous les ans avec une V1, V2, V3, V4. Et évidemment, il va s'adapter à chaque territoire. Et enfin, l'objectif d'ici à fin 2021, aujourd'hui on a une 30aine d'entreprises qui sont labellisées ou en cours, on a un carnet de commandes qui commence à être pas mal chargé, surtout début 2021. L'idée c'est d'avoir 150 entreprises labellisées à fin 2021 et au moins 300 membres dans la communauté. Aujourd'hui on a un peu moins de 100. Voilà. On a fait Ah oui, je suis désolé, il y avait un très bel effet. Hop, donc voilà, je vous ai rappelé les stands. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Oui. Alors, oui, tout à fait. Je vais y répondre, excusez-moi. Hop.
Donc, je voulais mettre l'image et du coup, j'ai perdu. La première question, excusez-moi. Sur les grands groupes. Alors oui, on a rencontré la Maïf, on a rencontré. Alors on est le label. J'ai oublié. On a une présentation rapide, donc je pouvais pas tout vous dire, mais on a un partenariat avec la BNP. On est le label de référence de la BNP qui pousse. On va faire des webinaires là tous les 3 mois ensemble. Où ils vont pousser notre label pour que l'ensemble de leurs clients B2B soient labellisés. Alors après, sur les grands groupes, on en a vu un paquet. Aujourd'hui, notre cible, c'est quand même les PME, ETI, enfin jusqu'à ETI. Le plus gros client qu'on ait aujourd'hui dans le label, il fait 1200 collaborateurs. L'idée, c'est que on dirait qu'on séduise d'abord les plus petites avant que les grandes s'y lancent. Voilà. Et après, la différence avec l'AFNOR, elle est, je vais être très honnête, elle est sur le côté un peu sexy du label aussi, quoi. C'est-à-dire que l'AFNOR, c'est l'agence française de normalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une démarche de certification pure et dure avec de l'AFNOR, qui est très bien. Enfin, moi, je connais bien Mélodie Miranda qui gère tout ça. La démarche est très bien. La grosse différence, c'est que nous, on apporte un petit peu de glamour et un peu de modernité, peut-être. Je ne connais pas bien leur fonctionnement, mais on a des questions dans le programme qui sont quelle est votre notation sur Glassdoor ou TripAdvisor, par exemple. Je ne crois pas que l'AFNOR ait ce genre de questions. Et pourtant, pour nous, Internet est une partie prenante importante. Et d'autant plus que depuis le confinement, tout s'est digitalisé. Encore plus. Voilà. Après, la grosse différence, c'est l'interrogation de quasiment toutes les parties prenantes à chaque fois, quoi. Ça, c'est la vraie différence par rapport à tout ça. Après, avec l'AFNOR, on travaille avec l'AFNOR. Il y a une revue de l'ISO 26000 qui est en train d'être mise en place, qui est pilotée par l'AFNOR. On s'est inscrit au programme. Là, on a une première réunion le 10 septembre. Je crois que c'est après-demain, un truc comme ça. Et donc, oui, on travaille avec eux aussi. Ouais. D'autres questions? Ça peut être pour Grainet aussi, hein, ou Planète Oui, ou Agence Mieux. Oui. Alors, ce qui est différent avec le label Lucie, je dirais, je ne crois pas que Lucie interrompt toutes les parties prenantes de manière anonyme. Si, c'est ça? Je ne crois pas. Non, nous, on est vraiment dans... je dirais, je ne suis pas là du tout pour casser du sucre sur les autres. Je trouve qu'il y a suffisamment de place. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Enfin, je vous donne les chiffres. L'ensemble des entreprises labellisées en France, je crois que c'est 400 à 500 entreprises. Il y a 4 millions de PME en France. Donc... on a tous de la place pour être labellisé. Justement, à notre initiative ce soir, on fait une photo tous ensemble sur notre stand. On fait un apéro à 17h30. Si vous êtes les bienvenus, c'est un peu tôt, mais après, en fait, il y a d'autres conférences qui fait qu'on est obligé de le faire un peu plus tôt. Donc, on a prévu de faire une photo tous ensemble. Donc, l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble. La grosse différence, je dirais, avec nous, c'est qu'on a développé un outil qui, pour le coup, va se rapprocher de Bicorp, mais plutôt adapté au marché français et européen. Qui permet facilement à une entreprise d'engager la démarche et de comprendre la marche à suivre, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Ah oui, aussi. Oui, c'est la rapidité d'exécution, tout à fait. Il y avait quelqu'un d'autre, je crois que c'était vous. Oui. Oui. C'est absolument la même chose, c'est ce que je vous expliquais avec la communauté, hein. Nous, l'objectif, encore une fois, le label, on s'en fiche, c'est la démarche qu'il y a derrière et la structuration de la pensée qu'il y a derrière et l'objectif vers lequel on amène nos entreprises labellisées. C'est la petite boutade que je disais tout à l'heure en disant, je ne dis pas à nos clients au début qu'ils doivent s'engager dans une démarche de neutralité carbone. Typiquement, aujourd'hui, un chef d'entreprise c'est pas son quotidien, donc il a besoin d'être accompagné dans cette démarche-là. Et c'est via ce questionnaire-là qu'il arrive à s'intéresser à ces sujets qui peuvent lui paraître parfois très lointains, quoi. Voilà. Donc vraiment, il y a une idéologie derrière tout ça. C'est pour ça qu'on le laisse ouvert à tous les freelances. Demain, on le laissera sûrement ouvert à tout le monde. L'idée, c'est que pour l'instant,
on veut maîtriser notre information pour arriver petit à petit à l'ouvrir de plus en plus, quoi. Bon. Bien, merci beaucoup pour votre présence et vos questions. Et puis, à bientôt.